plus de 100 000 heures. C'est le temps passé par nombre de scientifiques à étudier le suaire de Turin, qu'on nous présente aujourd'hui comme un faux médiéval datant du XIVe siècle. Pour ceux qui l'ignorent, le linceul de Turin, également appelé suaire de Turin par abus de langage, est un linceul mortuaire mesurant 4,42 m de long sur 1,13 m de large. Il est appelé suaire de Turin car il est conservé dans la ville de Turin depuis 1578, après un long périple entre Orient et Occident depuis l'an 33. Il appartient depuis 1983 à l'Église catholique romaine, bien que celle-ci ne se prononce pas quant à son authenticité. Ce linceul est taché de sang et montre de faibles images ventrales et dorsales d'un homme qui, par les blessures visibles sur le linceul, semble avoir été crucifié. Cet homme ne serait autre que Jésus-Christ, avec sa véritable image imprimée miraculeusement sur les fibres du linceul. S'il est authentique, le suaire de Turin témoignerait ainsi de la vie, de la crucifixion, de la mort et de la résurrection du Christ. Ce suaire est donc une relique chrétienne mondialement connue, dont l'étude scientifique visant à déterminer son authenticité a donné nom à une discipline, la syndonologie. Le STURP, acronyme de Shroud of Turin Research Project, créé en 1978, était un groupe composé d'une trentaine de scientifiques croyants, agnostiques et athées, et qui avait pour but de mener de nombreuses expérimentations sur le suaire de Turin afin de déterminer son origine. En 1988, malgré quelques controverses méthodiques, le STURP a finalement conduit à un test de datation au carbone 14 sur un échantillon du suaire. Son résultat, médiatisé aujourd'hui comme mettant fin à tout débat, indique que le suaire a été conçu entre l'an 1260 et 1390, soit plus d'un millénaire après la mort historique de Jésus-Christ. Le suaire serait donc un faux médiéval, et toutes ses propriétés, aussi incroyables soient-elles, seraient réfutées selon les principes de la froide et implacable zététique au service de la science. À travers cette vidéo, fortement inspirée d'articles anglophones que vous trouverez en description, nous verrons en quoi toutes ces réfutations envers l'authenticité du suaire de Turin ne sont pas recevables et défaillantes. Commençons donc par l'argument massu en faveur de la forgerie médiévale, les résultats de la datation carbone 14. Les tests de datation au carbone 14 effectués en 1988 dans les laboratoires indépendants d'Oxford, de Zurich et d'Arizona ont été réalisés sur des échantillons provenant d'un même morceau prélevé sur un coin du suaire. Les résultats obtenus ont donné une date comprise entre 1260 et 1390, suggérant ainsi que le linge a été conçu à l'époque médiévale, ce qui rend impossible l'appartenance de ce linceul au Christ. Le thermochimiste Raymond Rogers, faisant partie de l'équipe STURP incluant 35 scientifiques ayant étudié activement le suaire pendant 5 jours en 1978, a publié en 2005 une étude concernant l'échantillon utilisé pour la datation du suaire au carbone 14. Bien que son papier fût aussitôt attaqué sur des détails mineurs visant à le discréditer personnellement sans remettre en cause la validité de ses résultats, il a montré que cet échantillon fut prélevé dans une zone rôtissée durant le Moyen-Âge, ce qui montre d'une part que la datation au carbone 14 est probablement exacte, mais que d'autre part, elle ne permet pas d'affirmer que le suaire date de l'époque médiévale, puisqu'au fil du temps, et notamment à l'époque médiévale, certaines parties abîmées du suaire ont été réparées avec un soin très particulier pour que cela soit indétectable à l'œil nu. Voyons donc maintenant quelles sont les preuves avancées dans son étude. Pendant l'analyse du suaire avec le STURP, Ray Rogers a prélevé 32 échantillons textiles de celui-ci, arrachés grâce à un ruban adhésif dédié. Il a eu également en possession des fibres de l'échantillon utilisé pour la datation au carbone 14, qui provenaient du coin inférieur gauche du suaire. Sur ces échantillons de fibres de lin et de particules récoltées, toute une batterie de tests ont été effectués. Les données obtenues ont permis de comparer les caractéristiques de l'échantillon utilisé pour la datation au carbone 14 avec les caractéristiques d'autres échantillons provenant du suaire. Ray Rogers en conclut. Les résultats de l'analyse de l'échantillon par pyrolyse couplée à la spectrométrie de masse, recoupée avec les observations microscopiques et microchimiques, prouvent que l'échantillon utilisé pour la datation au carbone 14 ne faisait pas originellement partie du suaire de Turin. La datation carbone 14 est donc invalide pour déterminer le véritable âge du suaire. Il ajoute également que le suaire ne présente pas de caractéristiques chimiques propres aux linges médiévaux connus aujourd'hui, qui contiennent des résidus d'une molécule propre à la lignine présente dans le lin, la vanilline.
Rogers a effectué un test binaire de détection à la présence de vanilline sur les différents échantillons. Je cite: « Si le suaire avait été produit entre 1260 et 1390 après Jésus-Christ, tel que le montrent les analyses radiocarbone, la lignine devrait être facile à détecter. Un linge produit en 1260 après Jésus-Christ aurait conservé environ 37% de sa vanilline en 1978. Le tissu Holland et tous les autres linges médiévaux donnent un test positif pour la vanilline, partout où la lignine pouvait être observée sur les nœuds de croissance. La disparition de toutes les traces de vanilline de la niline dans le linceul indique un âge beaucoup plus avancé que ceux annoncés par les laboratoires ayant effectué la datation radiocarbone. Le test de détection de vanilline sur l'échantillon utilisé pour la datation carbone 14 a quant à lui donné un résultat positif, tandis que les autres échantillons du suaire ont donné un résultat négatif. Cela prouve donc que l'échantillon utilisé pour la datation carbone 14 ne faisait pas partie du tissu original, mais probablement d'un rapiessage médiéval, d'où la présence de vanilline sur ce morceau spécifique seulement. Concernant l'argument qui consiste à dire que l'incendie de Chambéry aurait pu dégrader la teneur en vanilline du lin, Rogers répond: « L'incendie de 1532 n'aurait pas pu affecter de manière égale la teneur en vanilline de la lignine dans toutes les parties du linceul. La conductivité thermique du lin est très faible. Par conséquent, les parties non brûlées du tissu plié n'ont pas pu devenir très chaudes. Le centre du tissu n'aurait pas du tout chauffé pendant l'incendie. Le changement rapide de couleur du noir au blanc aux marges des brûlures illustre ce fait. Différentes quantités de vanilline auraient été perdues dans différentes régions. Aucun échantillon de n'importe quel endroit sur le suaire n'a donné de test positif à la vanilline. Par comparaison, la lignine sur des échantillons de linceul et sur les échantillons des rouleaux de la mer morte donne un test négatif à la vanilline. L'analyse de la teneur en vanilline lui permet finalement de donner une estimation quant à l'âge du linceul. Parce que le linceul et autres linges très anciens donnent un test négatif à la présence de vanilline, le tissu doit être assez vieux. Une détermination de la cinétique de la perte de vanilline suggère que le linceul a entre 1300 et 3000 ans. Même en tenant compte des erreurs dans les mesures et des hypothèses sur les conditions de stockage, il est peu probable que le tissu soit aussi jeune que 840 ans. Rogers relève également dans son étude qu'un revêtement coloré a été observé spécifiquement sur les fibres de l'échantillon carbone 14 et pas ailleurs. Revêtement qui aurait servi à uniformiser visuellement l'intégration du rapiessage médiéval. Je cite: « Un revêtement de gomme colorant mordant, afin d'apposer un colorant, a été observé sur l'échantillon utilisé pour la datation radiocarbone. Aucune autre partie du suaire ne présente un tel revêtement. L'échantillon de radiocarbone a été teint. La teinture a probablement été faite intentionnellement sur le matériau de remplacement pour correspondre à la couleur sépia de l'ancien tissu. Le colorant trouvé sur l'échantillon n'a pas été utilisé en Europe avant environ 1291 et n'était commun que 100 ans plus tard. Plus précisément, la couleur et la répartition du revêtement impliquent que les réparations ont été effectuées à un moment inconnu avec du linge étranger teint pour correspondre aux matériaux d'origine plus anciens. La conséquence de cette conclusion est que l'échantillon utilisé pour la datation carbone 14 n'était pas représentatif du tissu d'origine. Ce revêtement a été observé par l'analyse microscopique des fibres de l'échantillon carbone 14, par laquelle on observe un gonflement de la gomme lorsque les fibres sont immergées dans l'eau. Et il a été aussi mis en évidence par pyrolyse couplée à la spectrométrie de masse que l'échantillon carbone 14 contient une présence importante de furfural, composé chimique faisant partie de la gomme arabique utilisée pour les revêtements. Face à ces résultats, nous pouvons conclure que l'échantillon de radiocarbone ne faisait donc pas partie du tissu d'origine. La datation de 1988 n'est donc pas valide pour déterminer l'âge du linceul. Rogers propose donc comme solution d'entente de réaliser une datation carbone 14 sur les morceaux du suaire retirés lors de la restauration de 2002. Au cours de l'histoire, de nombreuses restaurations du suaire ont eu lieu. Certaines sont documentées et d'autres probablement pas. Giovanni Righi, la personne ayant découpé le morceau du suaire utilisé pour la datation carbone 14, a déclaré: « J'ai été autorisé à découper 8 cm² du suaire. J'ai dû réduire à 7 cm² car des fibres d'autres origines devenaient mélangées avec la fabrication originale. » Son témoignage montre donc que la portion découpée du suaire était adjacente à des réparations, puisque des fibres étrangères y étaient présentes.
Le professeur Edward Hall du laboratoire d'Oxford, ayant effectué une des datations carbone-14 en 1988, a remarqué après un examen microscopique que des fibres de coton se trouvaient sur l'échantillon, alors que le suaire est conçu seulement de fibres de lin, selon la coutume juive. L'échantillon ayant servi à la datation carbone-14 pesait 2 fois plus que ce qu'il était attendu d'un morceau à base de lin. L'échantillon global a été prélevé dans une zone qui était visiblement contaminée par des manipulations humaines, puisqu'il manquait un morceau à cet endroit du suaire. Il manque 2 coins au suaire, le coin supérieur gauche, là où a été prélevé l'échantillon carbone-14, et le coin supérieur droit. 2 hypothèses existent pour expliquer l'absence de ces angles. La première hypothèse est celle de la contamination du suaire par une bactérie. La spectroscopie Raman a mis en évidence des traces de bactéries type Bacillus sur les fibres de lin. Nous savons par les représentations et copies du suaire de Turin que ces coins étaient intacts au XVIe siècle. Le suaire de Lierre est une copie du suaire de Turin réalisé par l'artiste protestant Lucas Cranach l'Ancien, connu pour ses portraits de Luther. Cette peinture du suaire est datée à 1516. On y retrouve représentés les poker holes, qui sont des trous présents sur le suaire de Turin, mais on ne retrouve cependant pas les coins manquants, ce qui témoigne que les angles étaient encore présents sur le suaire de Turin au moment de la copie par l'artiste. Lors de l'incendie de Chambéry en 1532, l'usage d'eau a été employé pour arrêter la propagation des flammes. Il y a des traces de brûlure sur le suaire, mais il est possible que le feu ait également commencé à prendre sur les coins. L'usage d'eau sur le suaire pour stopper la propagation des flammes a pu causer par la suite une contamination bactérienne par de la moisissure dans ces coins, et ces parties furent amputées car beaucoup trop endommagées. Il demeure encore d'ailleurs aujourd'hui des traces de marques d'eau dans cette zone. Un traitement chimique a dû ensuite être employé sur les fibres adjacentes à la coupure pour éviter que la moisissure reprenne. Traitement appliqué grâce à l'aide de coton comme nous l'employons encore aujourd'hui pour désinfecter nos petites blessures. La seconde hypothèse pour expliquer l'absence des coins est celle du partage de la relique et trouverait une trace dans l'histoire au XVIe siècle. La duchesse de Savoie, Marguerite d'Autriche, née en 1480, était en possession du suaire durant son règne. Dans son testament rédigé en 1508, elle indiqua qu'elle s'était cédé une section de 15 par 8 cm du suaire à son église, le monastère royal de Brou. Son souhait fut exécuté à sa mort en 1531, probablement par son fils Charles Quint, et la portion du suaire léguée fut prélevée dans un des coins du suaire, coin qui n'est pas identifié clairement dans son testament. Cette affirmation est corroborée par un portrait de 1571 commandé par le pape Pie V visant à répliquer le suaire de Turin, dans lequel on remarque qu'une portion du suaire dans un de ses angles a été représentée comme manquante afin de montrer qu'un morceau a bien été cédé à l'église. Le fait que ce détail soit représenté alors que les traces évidentes de brûlure de l'incendie de 1532 ne le sont pas, témoigne d'une action intentionnelle de la part de l'artiste. Le suaire étant amputé d'un de ses angles, il est donc possible que dans cette zone ait été restaurée la portion adjacente afin d'effectuer un patch pour maintenir les fibres de lin, de sorte à ce que cette restauration ne soit évidemment pas identifiable à l'œil nu, ce qui n'est pas impossible au vu du niveau technique des tisserands du XVIe siècle. Il a donc pu être effectué de même pour le coin duquel a été prélevé l'échantillon ayant servi à la datation carbone-14, même si nous n'avons pas de traces historiques. Supposons que l'échantillon du suaire ayant servi à la datation carbone-14 ait même fait partie du linge original. 2 études du docteur Dimitri Kuznetsov et des docteurs John Jackson et Kev Prop, qui avaient pour but de répliquer l'incendie de Chambéry en 1532, ont émis l'hypothèse que l'incendie ait pu ajouter au suaire des isotopes de carbone provenant de l'air environnant. Les données obtenues dans ces études montrent que la carboxylation induite par le feu, c'est-à-dire la carbonisation de la cellulose textile, conduit à une erreur significative dans les résultats de la datation au radiocarbone. Ils ont réalisé une expérience sur un linceul de lin dont l'âge était originellement daté à 2200 ans. Puis ils l'ont exposé pendant 1h30 à de l'air chaud d'environ 200 degrés pour reproduire les conditions d'un incendie. Suite à cela, la datation carbone-14 du textile a donné un âge de 800 ans seulement, soit 1400 ans d'écart avec l'âge réel. Les résultats de ces études restent néanmoins à reproduire par des laboratoires scientifiques indépendants. Nous avons donc vu que l'âge donné par la datation carbone-14 de 1988 ne peut être considéré comme représentatif de l'âge réel du suaire, puisque l'échantillon utilisé ne faisait pas partie du linge original. On peut donc se demander
quelles sont les alternatives de datation? D'autres méthodes de datation ont été effectuées sur le suaire de Turin. Elles comprenaient 3 tests, 2 chimiques et 1 mécanique. Les tests chimiques ont été réalisés avec de la spectroscopie infrarouge à 300 mètres Fourier, IRTF, et de la spectroscopie Raman, qui permettent d'obtenir l'âge du textile en fonction de ses propriétés spectrales. La spectroscopie IRTF identifie les liaisons chimiques dans une molécule en produisant un spectre d'absorption infrarouge. Le spectre produit donc un profil d'échantillon, qui est une empreinte moléculaire distinctive qui peut être utilisée pour identifier ses composants. La spectroscopie Raman, elle, utilise la lumière diffusée par un échantillon par opposition à la lumière absorbée par cet échantillon. C'est une méthode très sensible d'identification des produits chimiques spécifiques. Quant au test mécanique, celui-ci permet de mesurer plusieurs caractéristiques micromécaniques des fibres de lin, telles que la résistance à la traction. Les résultats de ces tests ont été comparés à des profils d'échantillons de tissus ayant subi les mêmes tests, profils d'échantillons allant de 3250 ans avant Jésus-Christ à 2000 ans après Jésus-Christ. Les fibres utilisées pour ces tests sont celles extraites du linceul par le microanalyste Giovanni Righi, qui était l'homme ayant coupé du suaire le mince ruban de lin de 7 cm² utilisé pour la datation au carbone. Ces tests ont été réalisés dans les laboratoires de l'université de Padoue par des professeurs de diverses universités italiennes sous la direction de Giulio Fanti, professeur italien de mesures mécaniques et thermiques. Les tests sur les fibres du linceul de Turin ont produit les résultats suivants. Spectroscopie IRTF entre 300 ans avant Jésus-Christ et 400 ans après Jésus-Christ. Spectroscopie Raman entre 200 ans avant Jésus-Christ et 500 ans après Jésus-Christ. Test mécanique entre 400 ans avant Jésus-Christ et 400 ans après Jésus-Christ. Toutes les dates ont une certitude de 95%. La moyenne de ces 3 dates donne une datation compatible avec la mort historique de Jésus, à plus ou moins 250 ans près. Et ce résultat est bien plus ancien que les dates médiévales obtenues avec l'échantillon défectueux de carbone 14 de 1988. La plage d'incertitude pour chaque test est élevée car, certes, le nombre d'échantillons de tissu utilisés pour la comparaison était faible. 8 pour la spectroscopie IRTF, 11 pour la spectroscopie Raman et 12 pour le test mécanique. Mais l'incertitude moyenne permet d'avoir une plage plus précise, considérant que l'incertitude collective est moins importante que l'incertitude individuelle. Les scientifiques ayant effectué ces tests ajoutent que de futurs étalonnages basés sur un plus grand nombre d'échantillons et couplés à des procédures de nettoyage ad hoc pourraient considérablement améliorer sa précision, bien qu'il ne soit pas facile de trouver des échantillons anciens adéquats pour ces tests. En 2002, une équipe d'experts a effectué des travaux de restauration sur le suaire, comme l'enlèvement des pages de 1534 pour remplacer le tissu de support. L'une de ces spécialistes était l'historienne suisse des textiles Mechilde Fleury-Lemberg. Elle fut surprise de trouver un motif de couture particulier sur un côté du linceul, où une bande d'environ 8 cm de large du même tissu d'origine a été cousue sur un segment plus grand. Ce motif de couture, qui selon elle est l'œuvre d'un professionnel, ressemble beaucoup à l'ourlet d'un tissu trouvé dans les tombes de la forteresse juive de Masada, située dans le désert de Judée. Le tissu de Masada date d'entre 40 avant Jésus-Christ et 73 après Jésus-Christ. Ce type de couture n'a jamais été trouvé en Europe médiévale. Quand bien même les résultats de ces datations coïncident avec la mort de Jésus au 1er siècle, est-il possible que la personne sur le suaire soit une autre personne que Jésus-Christ ? L'image sur le linceul montre celle d'un homme d'une taille comprise entre 1,75 m et 1,80 m, couverte de blessures de fléau et de taches de sang. De nombreux chirurgiens et pathologistes conviennent que les écrits du Nouveau Testament, concernant la Passion, correspondent clairement aux blessures représentées sur le linceul, et que ces blessures sont cohérentes avec les armes utilisées par les anciens soldats romains lors de la crucifixion. Plus précisément, les marques de fléaux sur les épaules, le dos et les jambes de l'homme sur le linceul correspondent à celles causées par un flagrum, un fouet romain ayant 3 lanières de cuir, chacune ayant 2 passilles de plomb ou d'os à l'extrémité. La blessure de lance dans le côté droit correspond à la taille de la hasta romaine. Des clous en fer avec des pointes de 17 cm ont été utilisés dans la zone adjacente au poignet, alors que les représentations dans l'art médiéval dépeignent les clous dans les pommes.
Ces marques, combinées avec le couronnement d'épines, pratique qui ne se trouve nulle part dans la littérature sur les procédés de crucifixion de l'Antiquité romaine, que ce soit chez Tacite, Suétone, les historiens Pline l'Ancien ou Pline le Jeune, ou juifs, Flavius Joseph, Philon d'Alexandrie, créent une signature unique dans la crucifixion de Jésus de Nazareth. Les taches de sang sur le suaire contiennent des molécules présentes dans le sang, la bilirubine, l'albumine et la porphyrine. Les partisans de la thèse du faussaire ont avancé que la présence de ces composés ne prouvait pas que les taches de sang étaient effectivement du sang, car l'on retrouve également de ces composés dans certaines peintures. Il n'y a pourtant aucune preuve chimique de l'application de pigments, de taches ou de teintures sur le linceul pour produire l'image et les taches de sang qui s'y trouvent. Les images présentes sur le linceul de Turin sont superficielles et entièrement contenues dans une fine couche de fractions d'amidon et de saccharides, qui recouvre les fibres les plus externes du linceul. La couleur est une substance de type caramel, probablement le produit d'une réaction amine-carbonyle. Là où il n'y a pas d'image, la couche d'hydrate de carbone est intacte. Grâce à du traitement numérique du signal, les scientifiques ont également trouvé une image très faible de visage sur la couche intérieure du linceul de Turin, qui s'aligne parfaitement avec l'image de visage sur la couche extérieure du tissu. Il n'y a pas de contenu intermédiaire d'image entre ces deux couches d'images superficielles, ce qui indique que rien n'a pénétré pour former l'image du visage sur l'autre face. Le fait que l'image soit de plus recto-verso, sans contenu intermédiaire, rend ainsi la thèse du faussaire encore plus absurde par la difficulté technique pour obtenir ce résultat, considérant également que l'image est un négatif. Jusqu'à récemment, on pensait que les images sur le suaire de Turin avaient été produites par un phénomène d'oxydation, de déshydratation avec conjugaison de la structure polysaccaradique des fibres de lin. Cette idée est fausse. Les couches, qu'elles soient imagées ou claires, peuvent être réduites avec du dimide ou enlevées avec un adhésif, laissant les fibres de cellulose claires. L'utilisation de peinture pour la formation de l'image est donc impossible, puisque les fibres de lin auraient absorbé la peinture, et il ne serait pas possible de retirer l'image sans arracher ces fibres. Le linceul de Turin a été examiné par spectrométrie ultraviolet visible, spectroscopie infrarouge, spectrométrie de fluorescence des rayons X, thermographie, spectrométrie de masse par pyrolyse, microspectrométrie Raman et tests microchimiques. Aucune trace de pigment, peinture, teinture ou colorant, ou de support d'artiste n'a été trouvée sur le linceul de Turin. Travaillant indépendamment, le pathologiste médico-légal Pierluigi Bologna s'est rallié aux conclusions des études d'Heller et d'Adler et a identifié le sang comme étant de groupe sanguin AB rhésus négatif, qui est le groupe sanguin le plus rare aujourd'hui dans le monde, moins de 1% de la population mondiale, mais qui était en revanche largement répandu en Judée parmi la population juive d'il y a 2000 ans. En effet, en 1977, des scientifiques ont déterminé le groupe sanguin de résidents juifs de cette époque grâce à leurs restes de squelettes. Et ils ont noté que la moitié des résidents qui ont pu être testés étaient de groupe sanguin AB. Par la suite, le STURP a envoyé les taches de sang de linceul au laboratoire consacré à l'étude du sang ancien de l'Université d'État de New York. Le généticien et anthropologiste Andrew Merriweather de cette université a déclaré qu'il est presque certain que les taches sont du sang, mais qu'aucune déclaration définitive ne peut être faite sur sa nature ou sa provenance, c'est-à-dire s'il s'agit de sang masculin ou du Proche-Orient. Il a également déclaré qu'aucun typage sanguin n'a pu être confirmé, car l'ADN était très fragmenté. Même s'il vient d'être démontré que le sang est bien présent sur le suaire de Turin, imaginons que les marques de blessures aient effectivement été peintes. Voici quelques problèmes que cela engendre pour les partisans de la théorie de la falsification. Les marques de blessures par fouet sur le linceul sont physiologiquement exactes. Lorsqu'on les examine au microscope, chaque marque de scarification révèle un centre légèrement creux et des bords surélevés. Sous une lumière ultraviolette, on peut voir que chaque marque de fléau est entourée d'un halo de couleur plus claire. Ces halos ont été testés chimiquement et se sont révélés être du sérum sanguin qui reste après la formation d'un caillot de sang et qui se rétracte vers l'intérieur en séchant, un processus appelé synérèse. Les marques de fléau avec les centres creux et les bords surélevés présentes sur le linceul ne sont pas visibles à l'œil nu, mais seulement au microscope, et les halos de sérum ne sont visibles que sous lumière ultraviolette.
Il s'agit d'une preuve supplémentaire que le suaire n'a pas pu être créé par un artiste du Moyen-Âge ou avant, car les connaissances sur la structure des caillots sanguins, sans parler d'un microscope et d'une source de lumière ultraviolette pour les voir, étaient loin d'exister. Chacune des plus de 100 plaies sur le suaire correspondent exactement aux marques qui seraient causées par une flagellation romaine à l'aide d'un fouet appelé le flagrum, dont certains ont été préservés à Herculanum en Italie, suite à l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ, et redécouverts des siècles plus tard par les archéologues. Donc un faussaire du XIVe siècle ou avant aurait dû posséder une connaissance archéologique sans faille d'une flagellation romaine du 1er siècle avec un flagrum, et sans faire d'erreur artistique, puisque chacune des plus de 100 marques de flagellation sont de dimensions identiques. Ce n'est qu'à partir du Moyen-Âge que les artistes ont représenté la flagellation de Jésus, et même les meilleurs d'entre eux sont restés vagues sur les détails. Mais les marques de flagellation sur le linceul sont représentées avec un réalisme inconnu dans les arts de toutes les époques. L'historien de l'art Thomas de Westlaw déclare « Une fois de plus, cependant, le linceul diffère radicalement de tout ce qui était envisagé au Moyen-Âge. La grande majorité des images médiévales du Christ mort ou mourant ne présentent aucune marque de fléau. Le Christ est parfois représenté en train de saigner dans les représentations de la flagellation, mais l'effet est toujours assez grossier. Dans la flagellation de Duccio, par exemple, les marques de fléau sont représentées comme des gouttes rouges sur tout le corps, y compris sur les bras, mais pas les jambes. L'artiste ne montre aucune connaissance du flagrum romain, ni aucune conception de la façon dont il était manié. Même un artiste du XVe siècle aussi accompli que Jean de Colombe, qui connaissait certainement le linceul, n'a pas été capable de reproduire le motif convaincant des marques de flagellation. Il est donc ridicule d'attribuer les marques du suaire à un inconnu provincial travaillant au milieu du XIVe siècle. De plus, le faussaire médiéval ou antérieur aurait dû utiliser la goniométrie, qui est la science du calcul des angles, pour calculer correctement l'angle de chacune des plus de 100 marques de fouet sur le linceul. Mais le premier goniomètre n'a été inventé qu'en 1780. En conclusion, les blessures de la flagellation sur le suaire correspondent remarquablement à la description de la flagellation de Jésus dans les évangiles et à ce que l'archéologie moderne a découvert depuis le XIVe siècle sur la flagellation romaine du 1er siècle. Une autre allégation contre l'authenticité du suaire est qu'il ne serait apparu que tardivement dans les documents historiques. La plus vieille trace que nous aurions du suaire de Turin remonterait au XIVe siècle en France. Sur la reproduction d'un médaillon de cette époque, on retrouve une image à l'effigie du suaire. Ce médaillon a été vendu au XIVe siècle à des pèlerins ayant visité le suaire dans la ville de Lirey, située près de Troyes. L'évêque de Troyes, Henri de Poitiers, ayant entendu parler de l'exposition du suaire dans la ville de Lirey, aurait mené une enquête en 1355 afin de déterminer si celui-ci était authentique, car la contrefaçon de reliques chrétiennes pour des raisons pécuniaires était courante à l'époque médiévale. Les conclusions de cette enquête ne nous viennent cependant pas de la source directe, mais de Pierre d'Arcy, évêque de Troyes ayant succédé à Henri de Poitiers, qui aurait condamné le suaire comme étant l'œuvre d'un peintre en se basant sur l'enquête de son prédécesseur dans son mémorandum, appelé aujourd'hui le mémorandum d'Arcy, et supposément daté de 1389. Suite à l'enquête d'Henri de Poitiers en 1355, le suaire aurait été caché pendant 34 ans jusqu'à ce que l'antipape d'Avignon Clément VII, dont l'autorité était reconnue en France à cette époque, déclara après la lecture du mémorandum d'Arcy que le suaire pourrait être vénéré publiquement sous condition de noter à chaque exposition qu'il n'était pas authentique. Les informations susmentionnées sont issues d'une étude de documents médiévaux publiée en 1900 par le prêtre catholique et historien Ulysse Chevalier, qui prétendait avoir prouvé la forgerie médiévale dans son ouvrage « Étude critique sur l'origine du Saint-Suaire de Lirey-Chambéry-Turin », publié peu après le fameux cliché du suaire par Secondo Pia, dans un contexte où le clergé conservateur et le clergé progressiste s'opposaient sur la question de l'authenticité du suaire. L'étude de Chevalier ne mentionne cependant pas qu'il n'existe qu'un seul document existant de l'évêque Henri de Poitiers qui porte sur la question du suaire, une lettre datée du 28 mai 1356. Son contenu est une réfutation directe de ce qui est allégué dans le mémorandum d'Arcy. L'évêque informe le seigneur de Lirey, Geoffroy de Charny, détenteur du suaire à l'époque, qu'il est satisfait de tout ce qu'il a fait pour le culte divin et ajoute son approbation. En effet, il n'existe aucun document relatif à l'enquête d'Henri de Poitiers,
rien faisant allusion à une commission d'enquête, ni d'allusion à un artiste faussaire. Le mémorandum d'Arcy n'est ni daté, ni signé. Chevalier n'a pas pu démontrer que le mémorandum avait été remis au pape Clément VII. Seuls 2 exemplaires de cette lettre sont conservés à la Bibliothèque nationale de France, dont l'un d'eux est même incomplet. Aucune certitude que le document soit crédible ou authentique. En publiant une transcription décontextualisée du mémorandum d'Arcy, l'historien Ulysse Chevalier a effectivement créé la fausse illusion que les accusations de contrefaçon sur le suaire étaient crédibles car elles avaient été soumises et examinées par le pape à Avignon. Le culte du suaire de Liré aurait très bien pu être désavoué par Pierre d'Arcy, qui, jaloux de son succès face aux pèlerins, aurait cherché à ternir sa réputation. Pierre d'Arcy n'a d'ailleurs jamais vu le suaire en personne, dont nous savons que l'image présente ne ressemble en rien aux peintures réalisées par les artistes médiévaux de cette époque. Si le suaire a bien effectivement été à Liré au XIVe siècle, la première apparition du suaire dans l'histoire depuis la résurrection du Christ daterait du VIe siècle. Certains pensent que la sainte image des déesses, aussi appelée le mandilion ou la sainte face, était en réalité ce que nous appelons aujourd'hui le suaire de Turin. Le mandilion est une pièce de tissu bien connue et vénérée dans le christianisme orthodoxe, sur laquelle le visage réel du Christ a été imprimé miraculeusement, c'est-à-dire que l'image n'est pas faite de main d'homme. C'est donc une véritable relique chrétienne. Contrairement au suaire de Turin, sur les icônes que nous avons du mandilion, seul le visage du Christ est représenté au centre de l'image. Citons une des légendes concernant l'apparition du mandilion, relatée par le livre des Actes de Thaddée, au VIe siècle. Au temps de la vie terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi d'Édesse, Abgar, qui souffrait gravement de la lèpre et d'inflammation des articulations, entendit parler de guérisons innombrables que Jésus accomplissait. Comme il ne pouvait se déplacer, ni même se montrer à ses sujets, il envoya à Jérusalem son archiviste, Ananie, muni d'une lettre adressée à Jésus, dans laquelle le souverain demandait au Sauveur de venir jusqu'à lui pour le guérir, et il lui proposait de s'installer à Édesse pour échapper aux machinations des Juifs. Il chargea en outre Ananie, qui était un peintre habile, de faire le portrait de celui dont on disait qu'il était le Fils de Dieu. Arrivé à destination, Ananie remit la lettre au Seigneur qui se trouvait alors entouré d'une grande foule. Et montant sur une pierre d'où il pouvait mieux le voir, il s'efforça de faire une esquisse de lui. Mais il lui fit impossible de fixer les traits du Sauveur, car son visage semblait changer sans cesse d'aspect sous l'effet de la grâce indicible qu'il s'en dégageait. Le Christ, qui sonde les cœurs et les pensées des hommes, devina le dessein d'Ananie et voulant montrer qu'on ne peut séparer son humanité de sa divinité, il donna satisfaction à son pieux désir en accomplissant un grand miracle. Il se fit alors apporter une petite bassine, s'y lava le visage et l'essuya avec un linge plié en 4. Aussitôt, ses traits se trouvèrent imprimés de manière indélébile sur ce mandilion, sans le secours d'une main humaine. Il le remit alors à Ananie, avec une lettre destinée à Abgar, dans laquelle il expliquait qu'il lui fallait accomplir à Jérusalem le dessein éternel de Dieu pour le salut des hommes. Mais il lui promettait qu'une fois sa mission terminée, quand il serait remonté au ciel, il lui enverrait un de ses disciples pour lui procurer le salut de l'âme et du corps. La chronologie des apparitions de l'image d'Édesse, tout comme celle du suaire, reste difficile à établir avec certitude, tant il y a de légendes et d'appellations au sujet de ce linge. Nous savons que l'image fit à Constantinople au Xe siècle, puis elle disparut de la ville durant le sac de Constantinople en 1204, emportée comme trésor de guerre en France. De même, il a été affirmé que le suaire de Turin a disparu de Constantinople en 1204, lorsque les croisés ont pillé la ville. Lors d'inventaires de reliques préservées dans la Sainte-Chapelle à Paris, il aurait été fait mention du mandilion en 1534 puis en 1740, mais sans que la mention de celui-ci soit explicite. Le mandilion disparut ensuite définitivement lors de la Révolution anti-française de 1789. Cette chronologie du mandilion n'est donc pas incompatible avec celle du suaire de Turin. Outre ces informations, qu'est-ce qui permet de dire que le mandilion est effectivement le suaire de Turin ? La première question que l'on se pose est pourquoi l'image d'Édesse ne montre que le visage du Christ alors que le suaire montre l'entièreté de son corps ? Dans la littérature grecque, le mandilion est aussi référé par le mot tétradiplon, ce qui peut se traduire par plier 4 fois ou doubler 4 fois. Sur les photographies de rayons X du suaire de Turin,
Le docteur John Jackson du STURP a constaté de nettes pliures espacées régulièrement à un intervalle d'1/8. Sur le linceul, le visage du Christ peut être obtenu au centre du linge en le pliant 4 fois ou en le doublant 4 fois, c'est-à-dire 8 plis au total, soit 4 couches doubles. L'appellation tétradiplon appliquée au suaire de Turin est donc cohérente avec les représentations que nous avons du Mandylion, un visage centré dans un linge rectangulaire. Dans la version du VIe siècle des Actes de Thaddée relatant l'histoire du roi Akbar V que nous avons vu précédemment, le récit ajoute une nouvelle information. Le tétradiplon est un syndon, qui est le mot grec utilisé dans les évangiles pour désigner le linceul dans lequel le Christ a été enveloppé après sa mort. On retrouve également dans les monastères du mont Athos plusieurs manuscrits faisant mention de l'image d'Édesse comme d'un syndon. Si donc le Mandylion est bien le linceul mortuaire du Christ, pourquoi donc la tradition chrétienne relate une origine différente, celle où le Christ aurait de son vivant imprimé son visage sur un linge pour le roi Abgar? Et pourquoi donc les représentations du Mandylion ne dépeignent uniquement que le visage du Christ? Dans la coutume juive, regarder le corps nu d'un homme est un péché. Le suaire montrant le corps de Jésus-Christ nu, mort et ensanglanté, il est donc raisonnable de penser qu'il n'a pas pu être exposé dans son entièreté dans les premiers siècles, où la plupart des chrétiens étaient des juifs convertis. L'auteur des Actes de Thaddée, connaissant ainsi la coutume, aurait ainsi pu inventer une origine différente afin de ne pas susciter le scandale chez les fidèles d'Édesse. Finalement, un dernier point qui permet de supposer une seule et même histoire à ces deux reliques est qu'elles semblent se faire concurrence d'un point de vue géographique. En effet, la connaissance du suaire de Turin est largement répandue dans l'histoire de l'Europe occidentale au sein du catholicisme romain, là où la connaissance du Mandylion semble obscure. Inversement, dans l'Europe orientale, au sein de l'orthodoxie, la connaissance du Mandylion est largement répandue, là où celle du suaire ne l'est pas. Pour une relique chrétienne si importante et miraculeuse, on peut difficilement supposer qu'elle fut ignorée par tout un pan de la chrétienté. Dès lors, pourquoi ne pas envisager que la connaissance de cette relique soit identique en Orient et en Occident, mais sous une appellation différente? En 1996, lors de travaux de rénovation de l'église Saint-Léger située dans le nord-est de la France, des ouvriers ont découvert de splendides fresques médiévales datées du XVe siècle. On y retrouve sur l'intérieur de l'arc triomphal une représentation reprenant tous les codes de l'image d'Édesse, 2 anges tenant un linge rectangulaire sur lequel le visage du Christ est au centre. Notons que le Saint-Suaire fut également présent dans la région à cette époque. Et cette représentation, probablement unique en France, montre que la source de l'iconographie du Mandylion n'est donc pas étrangère au suaire de Turin. Le professeur d'histoire Nicolas Allen a développé la théorie de la protophotographie pour expliquer la formation de l'image apparaissant sur le suaire. Il l'a mise en pratique pour tenter de démontrer sa validité. Selon lui, le linceul serait une photographie médiévale réalisée avec des moyens primitifs, néanmoins en avance sur leur temps puisque ce serait une première technique dans l'histoire. L'image sur le suaire aurait été obtenue grâce à un procédé photographique qui aurait permis d'obtenir une photographie primitive sur le linge. Le procédé consiste à recouvrir le linceul d'une fine couche d'un produit chimique sensible à la lumière tel que le sulfate d'argent, en le plaçant dans une chambre noire où réside sur un de ses murs une mince ouverture dans laquelle est logée une lentille optique de quartz donnant sur la lumière extérieure. Le sujet, en l'occurrence un cadavre, est placé à l'extérieur de la chambre noire devant cette ouverture et en pleine exposition au soleil pendant environ 6 jours, de sorte à ce que son image s'imprime sur le linge grâce à la convergence via la lentille de quartz des rayons solaires réfléchis par le cadavre. Allen a réalisé une impression sur un linge avec comme sujet un plâtre visant à répliquer un cadavre. La théorie de la protophotographie, proposée par le professeur Nicolas Allen, a permis de créer une image sur un tissu de lin, mais elle n'a pas permis de reproduire toutes les propriétés de l'image du suaire de Turin. Lorsque l'on tente de fournir un mécanisme viable de formation de l'image pour le suaire, il faut prendre en compte toutes les propriétés de l'image et pas seulement quelques-unes d'entre elles. Allen n'a pas compris certaines facettes importantes de l'image du linceul de Turin, telles que les données tridimensionnelles, les taches de sang, les blessures et marques de fléau, etc. De même qu'il faut un artiste professionnel pour évaluer correctement une peinture, la photographie doit également être évaluée par un photographe professionnel. Il faut aussi considérer qu'un cadavre exposé pendant plusieurs jours au soleil
n'aurait pas permis d'obtenir une image stable. La rigidité cadavérique aurait rapidement disparu et la forme du corps serait différente d'un jour à l'autre, rendant impossible la correspondance géographique entre l'impression du corps vu de dos et vu de face. De même, un cadavre exposé en plein soleil aurait une décomposition accélérée et celle-ci serait visible sur l'image, ce qui l'aurait rendu difforme. On constate également sur l'image d'Allen que l'exposition du soleil donne des brillances différentes sur l'image. Les pieds ont été plus exposés, les yeux ne sont pas visibles, et on constate une directionnalité de l'image là où l'image du suaire de Turin nous apparaît clairement de face. Le professeur Barry Schwartz, photographe du STURP, conclut au sujet de cette méthode. Les résultats d'Allen sont la meilleure preuve contre sa théorie. Certes, Allen a réussi à créer une image photographique viable à partir de matières premières médiévales, mais il l'a fait du point de vue de la science du XXIe siècle. Il existe certainement aujourd'hui sur notre planète des matières susceptibles de conduire au développement de voyages interstellaires, mais leur simple existence ne suffit pas à nous fournir la technologie. De plus, aucun élément photochimique tel que du sulfate d'argent n'a été détecté lors des analyses conduites par le STURP. Si nous acceptons l'argument selon lequel la simple existence de certaines matières premières est une raison suffisante pour croire que quelqu'un les a utilisées pour inventer une technologie qui est arrivée 500 ans après, nous devrions commencer à chercher dans les sites archéologiques du monde entier les restes de téléphones cellulaires médiévaux, de fours à micro-ondes et d'armes nucléaires. Ce n'est pas parce que les matières premières de ces technologies très avancées existaient que quelqu'un les a réellement créées, en particulier avant que les connaissances humaines n'aient suffisamment progressé sur le plan technologique pour que cela soit réellement possible. En 2009, le professeur italien Garlaschelli a annoncé avoir répliqué le suaire de Turin à l'identique grâce à un procédé différent que celui de la protophotographie. On retrouve à gauche le suaire de Turin et à droite la réplique effectuée par Garlaschelli. Il est vrai qu'au premier abord, le résultat semble visuellement convaincant. Mais Petrus Sounds, chercheur reconnu pour avoir mis en évidence les premières images tridimensionnelles du linceul, a réalisé une revue critique de cette réplique obtenue par le professeur Garlaschelli. Voici l'analyse de Petrus Sounds telle qu'il l'a publiée dans sa lettre. Ces derniers jours, les médias ont rapporté qu'un professeur italien de chimie de l'université de Pavie, en Italie, a reproduit l'image du linceul de Turin en utilisant des matériaux et des méthodes qui étaient disponibles au XIVe siècle, concluant que l'expérience prouve que la relique a été fabriquée par l'homme. En résumé, il aurait utilisé un tissu de lin à l'échelle 1:1 qui a été cuit dans un four à 215 degrés Celsius pendant 3 heures, puis mis dans une machine à laver avec de l'eau seulement. Ensuite, ils ont mis une personne avec le corps recouvert d'ocre rouge, de l'oxyde de fer, sur le lin et ont corrigé à la main l'image colorée. Un bas-relief de craie a été utilisé pour l'impression du visage, de la tempéra liquide a été utilisée pour représenter le sang, et de l'acide sulfurique à 1,2% dans de l'eau additionnée à de l'aluminium et du cobalt ont permis de modifier la surface de lin. Finalement, un vieillissement artificiel a été le dernier traitement avant le lavage du pigment. L'objectif final était de montrer qu'il était possible de créer un faux au XIVe siècle. Cette méthode n'a rien de nouveau. En 1979, Walter McCrone, chimiste de renommée internationale et directeur du célèbre laboratoire McCrone à Chicago, a rapporté que l'image du suaire était due à l'application d'ocre rouge, également connu sous le nom de rouge vénitien, qui est une couleur terreuse, un pigment rouge d'artiste composé d'oxyde de fer rouge. Donc le professeur Garlaschelli a probablement repris cette idée de Walter McCrone. Cette théorie a déjà été réfutée par l'équipe scientifique du STURP qui a mené les investigations en 1978 sur le suaire de Turin. Leurs conclusions étaient les suivantes. Premièrement, Adler a signalé que la couleur jaune paille des fibres de l'image corporelle ne correspond à la couleur d'aucune des formes d'oxyde de fer ferrique. De plus, Adler a rapporté qu'il n'y a pas de correspondance sur le suaire entre les images corporelles et la concentration d'oxyde de fer, puisque les caractéristiques spectrales de l'image corporelle sont différentes de celles de l'oxyde de fer. Ensuite, les couleurs des fibres ne peuvent pas être dues à l'oxyde de fer par le fait que les réactions d'oxydoréduction convertissent les fibres jaunes de l'image du corps uniquement en une couleur blanche. Seules de rares particules d'oxyde de fer sont notées sur les fibrilles de l'image du corps. De grandes quantités de fer, provenant de la cellulose du suaire et non de l'oxyde de fer, et de calcium sont présentes sur tout le suaire.
On pense que cela est dû à la capacité du lin à lier le fer et l'eau par association d'ions pendant le processus de rouissage, qui est un processus de fabrication par lequel le lin est immergé dans de l'eau pendant la fermentation. D'après les estimations, 90% du fer et du calcium existent sous cette forme, liée à la cellulose du lin, et seule une petite quantité est présente sous forme d'oxyde de fer. Les études radiologiques de l'image du corps ne contiennent pas assez d'oxyde de fer pour apparaître sur les radiographies. Tout le fer du linceul, qu'il provienne de particules d'oxyde de fer ou de sang, s'est avéré chimiquement pur à 99% sans manganèse, nickel ou cobalt. Or, le pigment terrestre ocre rouge, rouge vénitien, tel qu'il était utilisé à l'ère médiévale ou avant, est toujours contaminé par du manganèse, du nickel ou du cobalt à plus de 1%. L'équipe du STURP a utilisé la spectroscopie Raman à microsonde, la spectroscopie de masse, la spectroscopie optique et infrarouge, la microspectroscopie FTIR, la spectroscopie de masse par pyrolyse, les rayons X et une variété de tests microchimiques sur les fibrilles et est arrivé à la conclusion qu'il n'y avait pas d'ocre rouge ou d'autres pigments, teintures ou taches sur les fibrilles du linceul. Le professeur Garlaskelly a déclaré à Republica qu'il ne pensait pas que ses recherches convaincraient ceux qui croient en l'authenticité du suaire. Ils n'abandonneront pas, a-t-il dit. Ceux qui y croient continueront à y croire. Eh bien, la raison pour laquelle les scientifiques sérieux ne croient pas aux travaux du professeur Garlaskelly a été expliquée. Le professeur Garlaskelly explique l'absence de toute trace d'oxyde de fer sur le linceul original en déclarant que le pigment du linceul original a naturellement disparu au fil des siècles. Ce n'est pas une déclaration sérieuse qu'on peut attendre d'un scientifique sérieux. Les recherches spectroscopiques effectuées en 1978 auraient même montré les plus petites traces d'oxyde de fer présentes sur le linceul et il est non scientifique d'affirmer qu'elles ont disparu naturellement. Un autre petit détail est que sur le linceul original, il n'y a pas d'image sous les taches de sang, ce qui prouve qu'il y a eu deux processus de formation de l'image. Un contact direct pour le sang proprement dit et un autre processus de formation de l'image pour l'image elle-même. Le professeur Garlaskelly a ajouté le sang, de la tempéra liquide, par-dessus l'image qu'il avait créée. Sous la photographie par fluorescence ultraviolette, inconnue au XIVe siècle, le sang du suaire présente une séparation sérique, visible sous la forme d'un anneau plus clair autour d'un centre plus sombre, typique de l'exsudat d'une blessure post-mortem. Ce phénomène n'est pas visible à l'œil nu. Un artiste du XIVe siècle ne pouvait évidemment pas connaître ce fait et il ne pouvait donc pas non plus le créer. Petrus Soens est donc catégorique dans sa lettre. La réplique du professeur Garlaskelly ne présente absolument pas les caractéristiques du linceul de Turin. Sa réalisation n'est donc par définition pas une réplique. La presse a rapporté que les informations tridimensionnelles sur la réplique de Garlaskelly étaient aussi comparables à celles présentes sur le suaire de Turin. À gauche, nous avons la réplique et à droite l'original. Sur la réplique, les joues sont plus hautes qu'un nez absent et le relief du visage n'est pas cohérent avec un visage, contrairement au suaire qui présente des informations tridimensionnelles cohérentes. Les champs de hauteur ordonnés propres au suaire de Turin n'ont donc pas été reproduits par la pâle copie de Garlaskelly. En conclusion, ceux qui admettent l'hypothèse que le suaire de Turin est un faux du XIVe siècle d'après l'étude défaillante sur la datation carbone 14 doivent également accepter les corrélations suivantes. Premièrement, le faussaire a d'abord peint les taches de sang avant de peindre l'image, puisqu'il n'y a pas d'image sous les taches de sang. Deuxièmement, le faussaire a intégré à son image des qualités médico-légales qui ne sont connues que depuis le XXe siècle. Troisièmement, le faussaire a dupliqué les schémas de flux sanguin en parfait accord médico-légal avec le flux sanguin des poignées à 65 degrés de la verticale pour suggérer la position exacte de la crucifixion des bras. Quatrièmement, le faussaire a peint les flux sanguins avec du sang authentique de groupe AB qu'il avait dopé avec des quantités excessives de bilirubine, car le faussaire savait que la flagellation violente avec un flagrum romain provoquerait une hémolyse érythrocytaire et une jaunisse provoquant la sécrétion de cette molécule. Cinquièmement, le faussaire a tracé les marques de fléau sur le corps de l'homme dans le linceul pour être cohérente lors d'un examen médico-légal avec deux flagellateurs de tailles différentes. Sixièmement, le faussaire a également reproduit des marques d'abrasion et de compression sur les plaies du fléau au niveau des épaules pour suggérer aux médecins légistes du XXe siècle que l'homme dans le linceul avait porté un poids lourd après la flagellation. Septièmement,
Le faussaire, contre toute convention de l'art médiéval, a peint le corps qu'il canulariserait comme Jésus de Nazareth nu pour se conformer aux véritables crucifixions romaines. Huitièmement, le faussaire, en tant que génie médico-légal qu'il était, illustra précisément les clous de la crucifixion à travers les poignets plutôt que les mains, tel que c'est illustré dans toutes les autres représentations médiévales conventionnelles. Il a également tenu compte du fait que les pouces d'une victime crucifiée tournaient vers l'intérieur en raison des liaisons nerveuses médianes lorsque les clous traversaient l'espace de Desto. Neuvièmement, le faussaire a été suffisamment intelligent pour couvrir le linge avec les pollens de plantes indigènes uniquement aux environs de Jérusalem, en prévision de l'analyse palynologique du XXe siècle. Dixièmement, le faussaire était un artiste qui surpassait les talents de tous les artistes connus jusqu'à nos jours, étant capable de peindre une image anatomiquement et photographiquement parfaite à la manière d'une photographie négative des siècles avant que la photographie ne soit inventée, et de pouvoir le faire sans avoir les moyens de vérifier son travail au fur et à mesure qu'il progressait. Onzièmement, le faussaire a pu peindre cette image avec un support inconnu en utilisant une technique inconnue, puisqu'il devait être à une dizaine de mètres de distance afin de discerner l'image sombre alors qu'il continuait de peindre. Douzièmement, le faussaire était assez intelligent pour représenter un adulte avec une queue de cheval non tressée, avec des papillotes et un cil de barbe cohérente avec un homme juif du 1er siècle. Treizièmement, le faussaire a pensé à des détails aussi minutieux comme incorporant de la saleté provenant des pieds nus de l'homme dans le linceul, compatible avec le sol carbonaté de calcium des environs de Jérusalem. Quatorzièmement, le faussaire était un numismate connaissant le détail de pièces frappées sous Ponce Pilate dont on ignorait l'existence jusqu'au XXe siècle, puisqu'il a inscrit des marques de ces pièces au niveau des yeux sur le suaire, conformément à la coutume juive de fermer les yeux des morts avec des pièces. Quinzièmement, le faussaire était un expert avec des connaissances avancées du XXe siècle en biochimie, en médecine légale et anatomie, en botanique, en photographie et en analyse tridimensionnelle par ordinateur. Sa technique artistique inconnue et historiquement sans duplication surpasse tous les grands artistes historiques, faisant apparaître les pâles efforts de Da Vinci, Michel-Ange, Raphaël et Botticelli comme de gribouillis infantiles. Comme nous l'avons vu, tous les points censés prouver avec certitude que le suaire est un faux ont largement été exagérés par leurs défenseurs, car ils s'appuient sur des expérimentations prenant en compte bien trop d'hypothèses, dont certaines sont aujourd'hui invalidées. Cela devient donc une question de foi ou d'ignorance de croire à la forgerie médiévale aujourd'hui. Et quand on étudie en détail les preuves avancées en faveur du faux, celles-ci tendent même à prouver l'authenticité du linceul de Turin.